Hey, ici Jade Coaching, ton spécialiste d'enseignement des statistiques. J'espère que tu vas bien. Alors, dans cette vidéo, je vais te parler d'une ANOVA à un facteur et plus particulièrement, je vais faire un exemple extrêmement détaillé avec toi, ce qui va te permettre de comprendre clairement cette notion. Donc, sans plus tarder, c'est parti, let's go. Alors, l'exemple qu'on va prendre ici, c'est l'exemple d'un examen noté sur 10, un examen oral. Et pour cet examen-là, il y a trois examinateurs, donc l'examinateur numéro 1, l'examinateur numéro 2 et l'examinateur numéro 3. 9 étudiants ont passé cet examen oral. Donc, on a un premier étudiant qui a passé l'examen avec l'examinateur numéro 1. Donc, il a eu 3 sur 10. Ensuite, un deuxième étudiant qui a passé l'examen avec l'examinateur numéro 1, on a du 2 sur 10. Ensuite, un troisième étudiant qui a passé l'examen avec l'examinateur numéro 1, on a du 1 sur 10. Et ainsi de suite, donc un quatrième étudiant qui a eu 5 sur 10 avec l'examinateur numéro 2. Ensuite, 3 sur 10 avec l'examinateur numéro 2. 4 sur 10 pour l'examinateur numéro 2. Après, 5, 6 et 7 pour l'examinateur numéro 3. Donc, pour résumer, 9 étudiants ont passé un examen oral. Ils ont eu cette note-là sur 10, suivant avec quel examinateur ils sont passés. Et puis ici, on a la moyenne théorique. Donc, mu1, c'est la moyenne théorique pour les étudiants qui ont passé l'examen avec l'examinateur numéro 1. Mu2, ce serait la moyenne théorique pour avoir passé l'examen avec l'examinateur numéro 2. Et mu3, la moyenne théorique des étudiants qui auraient passé l'examen avec l'examinateur numéro 3. Donc, on a, pour résumer, K qui vaut 3, qui est le nombre de groupes, et N qui vaut 9, qui est le nombre de candidats qui ont passé l'examen. Alors, on va tester maintenant au seuil alpha qui est 5%, deux hypothèses. Donc, l'hypothèse nulle qu'on va prendre, qu'on appelle H0, c'est que les moyennes des différents groupes sont identiques. Alors, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire que ma note en tant qu'étudiant ne va pas être influencée par le prof qui va m'examiner à l'oral. Donc, comment est-ce que je représente ça géométriquement? J'ai mes distributions et puis leurs moyennes sont identiques. Donc, mu1 est égal à mu2 est égal à mu3. Ensuite, l'hypothèse alternative qu'on appelle H1, c'est que les moyennes des différents groupes ne sont pas identiques. C'est-à-dire qu'il y a au moins une moyenne différente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en français? En français, ça veut dire qu'il y a probablement un prof qui est plus sévère ou plus sympa au niveau de la notation. Et comment est-ce que je représente ça géométriquement? Géométriquement, on peut voir ça comme des distributions qui n'ont pas la même moyenne. Donc, elles ne sont pas forcément les trois différentes, mais on a au moins une qui est différente des deux autres. Donc, on représente ça comme ça visuellement. Donc voilà, donc là, ce qui va se passer dans la vidéo, c'est que je vais détailler étape par étape la méthode pour pouvoir faire ce test-là. Et à la fin, on va faire un petit résumé. Donc, c'est parti. Alors, on passe maintenant à l'étape 1 d'une ANOVA à un facteur, qui est de calculer les moyennes empiriques. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une ligne au tableau, juste ici. Et dans cette ligne-là, je vais mettre la moyenne empirique pour chaque groupe. Alors, pour le premier groupe, on note X1 bar, la moyenne des étudiants du groupe 1 qui ont passé l'examen avec l'examinateur numéro 1. X2 bar, la moyenne des étudiants du groupe 2 ayant passé l'examen avec l'examinateur numéro 2. Et X3 bar, la moyenne des étudiants du groupe 3 ayant passé l'examen avec l'examinateur numéro 3. On appelle ça une moyenne empirique puisque c'est la moyenne qu'on obtient à partir de l'échantillon. Alors, pour le calcul, c'est très simple. Pour X1 bar, je vais juste sommer les éléments du groupe 1, donc 3 plus 2 plus 1, que je vais diviser par 3, qui est le nombre de notes. Donc, je vais obtenir 6 sur 3, qui est 2. Donc, ça, c'est X1 bar. Pour X2 bar, je vais faire la même chose. Donc, 5 plus 3 plus 4 divisé par 3, qui est le nombre de notes aussi dans le groupe 2. Ça fait 12 sur 3, ça fait 4. Pour X3 bar, pareil, 5 plus 6 plus 7 divisé par 3, donc 18 sur 3, 6. Et finalement, je vais calculer ce qu'on appelle la moyenne empirique globale, qui est la moyenne de la globalité de mes étudiants, peu importe le groupe. Donc, je vais sommer les 9 notes
je vais diviser par 9. Donc, ça me fait 36 divisé par 9 qui me donne 4. Et ceci achève l'étape 1. Alors, pour l'étape 2, on va calculer les sommes des carrés des écarts intraclasses qu'on appelle SC intra. Donc, S, c'est pour somme, C, c'est pour carré et intra pour intraclasse. Alors, j'ai remis le tableau qu'on avait trouvé précédemment. Et cette fois-ci, je vais utiliser maintenant la représentation des données. Alors, quelle est la représentation des données? C'est la représentation suivante. Donc, on a ici l'axe X. Sur cet axe-là, j'ai représenté les notes des étudiants. Donc, par exemple, ici, le 1, je l'ai mis là. Le 2 ici. Le 3, c'est le point qui est là. Le 3 qui est là, il est là. Le 4, il est là. Le 5 ici, etc. pour les autres notes. Ça, c'est pour les notes des étudiants. J'ai aussi mis les moyennes de chaque groupe. Donc, le 2, il est là. Les moyennes empiriques, les moyennes de l'échantillon. Donc, ici et celui-là, ici. Donc, voilà pour la représentation. Et maintenant, je vais expliquer comment concrètement calculer la somme des carrés des écarts intraclasses. Donc, je vais, par exemple, si on prend dans l'ordre, pour la première note, qui était 3, je vais faire 3 moins la moyenne du premier groupe, enfin dans le groupe 1, qui est 2. Ça fait 3 moins 2 au carré. Donc, si je fais 3 moins 2 au carré, ça me fait cette distance-là au carré. Ça me donne concrètement l'aire de ce carré-là. Donc, ça, c'est pour 3 moins 2 au carré. Ensuite, je prends la deuxième note, 2, moins la moyenne dans le groupe 1. Et je mets au carré. Bon, là, ça ne fait rien du tout parce que je suis au même point. Et puis 1 moins 2 au carré, ça va me faire, donc pour la troisième note, ça me fait l'aire de ce carré-là. Ensuite, on passe pour le groupe 2. La deuxième note, enfin la première note dans le groupe 2, c'était 5. 5 moins la moyenne du groupe 2 qui est 4, ça va faire 1. On met au carré, ça fait l'aire de ce carré-là. Pour ensuite la deuxième note dans le groupe 2, 3 moins la moyenne, encore une fois, 4 au carré, ça fait l'aire de ce carré-là. 4 moins 4 au carré, ça ne nous fait rien du tout, 0. Ensuite, pour le troisième groupe, la première note, c'est 5. 5 moins 6 au carré, ça me fait l'aire de ce carré ici. Ensuite, 6 moins 6 au carré, il ne se passe rien. Et 7 moins 6 au carré, c'est l'aire de ce carré-là. Donc, toujours en 7 moins 6, puisque 7, c'était la troisième note dans le groupe 3. Et puis 6, la moyenne dans le groupe 3. Donc, si je calcule cette somme-là, la somme des aires des carrés, ça va me donner 6. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle la somme des carrés intraclasses, puisque c'est littéralement une somme des carrés. Donc, la somme des aires des carrés. Donc, aussi pour les puristes, pour les mathématiciens purs, ceux qui regardent aussi mes vidéos, j'ai la formule suivante qui, entre guillemets, résume ou récapitule ce qu'on a fait. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les valeurs par exemple, on a pris les valeurs des notes dans le groupe 1 et on a enlevé la moyenne dans le groupe 1 et on a mis ça au carré. C'est pour ça qu'on utilise le mot intraclasse, c'est-à-dire dans la classe. Ensuite, pareil, les valeurs des notes des étudiants dans le groupe 2, moins la moyenne dans le groupe 2 au carré. Et finalement, la même chose pour le troisième groupe. Donc, les notes des étudiants du troisième groupe, moins les moyennes, moins la moyenne dans le groupe 3, le tout au carré. Donc, cette formule-là résume un peu ce qu'on a fait, mais je préfère toujours des valeurs numériques pour commencer, pour avoir un peu une idée de comment est-ce que ça marche. Donc, voici comment calculer la somme des carrés des écarts intraclasses. Dans l'étape 3, maintenant, on va calculer les sommes des carrés des écarts interclasses. Donc, on appelle ça SC inter. Donc, S pour somme, C pour carré et inter pour interclasse.
Donc, on reprend exactement le même tableau, toujours avec le même tableau. Et cette fois-ci, ce qu'on va représenter, c'est les trois moyennes de chaque groupe. Donc, X1 bar qui est la moyenne dans le groupe 1 des étudiants qui ont passé l'examen avec l'examinateur numéro 1. X2 bar pour le groupe 2 et X3 bar pour le groupe 3. Et X double bar qui est la moyenne empirique globale, qui est aussi 4. Donc, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer la somme des carrés des écarts interclasses. Donc, comment est-ce que je fais ça? Je vais prendre la moyenne du premier groupe moins la moyenne globale. Ça va me faire 2 moins 4 que je vais mettre au carré. Et ça va me donner l'aire de ce carré juste là. Ensuite, je vais prendre la moyenne du deuxième groupe moins la moyenne globale. Donc, ça fait 4 moins 4 au carré, donc ça ne va rien me donner du tout. Et puis ensuite, la moyenne du troisième groupe moins la moyenne globale, qui est x double bar, ça va faire 6 moins 4 au carré. Donc, ça va me faire, comme c'est au carré, c'est cette distance-là au carré. Donc, ça va me faire l'aire de ce carré-là. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas laisser comme ça. Je vais multiplier par 3 à chaque fois. Puisque, par exemple, ici, il y a 3 étudiants dans le groupe 1 qui ont passé l'examen devant l'examinateur numéro 1. Pareil ici, il y en a 3 dans le groupe 2 et 3 dans le groupe 3. Ici, c'est juste un hasard qu'il y en ait 3 dans chaque groupe. En général, ça peut être différent. Donc, si je fais le calcul, ça va me donner 12 plus 0 plus 12, donc 24. Et pour les puristes, j'ai toujours la formule avec la formule beaucoup plus théorique, qui serait d'écrire N1, qui est le nombre de personnes, d'étudiants dans le groupe 1, fois x1 bar moins x double bar au carré, plus N2 fois x2 bar moins x double bar au carré, plus N3 fois x3 bar moins x double bar au carré. Et donc, on appelle ça la somme des carrés des écarts interclasses, puisque on regarde en fait les écarts qu'il y a entre les différentes classes. Donc, voilà pour le mot interclasse. Donc, ceci achève l'étape 3. L'étape 4, on va calculer la statistique de test grand T. Donc, qu'est-ce que c'est que la statistique de test grand T ici dans une ANOVA à un facteur? Alors, on va définir grand T comme étant égal à SC inter sur K-1 divisé par SC intra sur N-K. Donc, SC inter, je rappelle, c'est la somme des carrés des écarts interclasses. SC intra, c'est la somme des carrés des écarts intraclasses. Alors, K-1, pourquoi K-1? Parce que c'est le degré de liberté de SC inter. Et pourquoi N-K? Parce que c'est le degré de liberté de SC intra. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est qu'un degré de liberté. Mais si tu es intéressé, n'hésite pas à laisser un commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc, on peut montrer dans la théorie des probas que cette statistique de test-là suit sous l'hypothèse nulle une loi de Fisher. Alors, une loi de Fisher avec comme degré de liberté K-1 et N-K. Donc, K étant le nombre de groupes dans ce NOVA en facteur, et puis N, la taille de l'échantillon. Donc, dans notre situation à nous, K, c'est le nombre de groupes. Donc, il y a un groupe pour chaque examinateur, donc ça fait 3. Et la taille de l'échantillon, c'était 9. Il y avait 9 étudiants au total. Donc, si je fais K-1, ça fait 2. Et N-K, ça fait 6. Donc, ici, dans ma situation, la statistique de test suit sous l'hypothèse nulle une loi de Fisher avec degré de liberté 2 et 6. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre l'échantillon et je vais obtenir la statistique de test observée. Donc, cette fois-ci, ce n'est plus une variable aléatoire, mais c'est une valeur numérique où je vais remplacer SC inter et SC intra par les valeurs de l'échantillon, donc 24 et 6. Et après avoir remplacé, je vais trouver 12. Donc, 12, c'est la valeur de la statistique de test observée. Et donc, ceci achève l'étape 4. L'étape 5, maintenant, on va décider, donc c'est la décision de rejeter ou pas l'hypothèse nulle. Et pour ce faire, on va utiliser la règle de décision. On regarde la valeur critique et la valeur observée. Alors, ce que j'appelle la valeur observée, c'est T observé qui est 12. On se rappelle par rapport à l'échantillon qu'on avait calculé avant.
Et la valeur critique, donc ce qu'on appelle la valeur critique, c'est le quantile. Ici, ça va être le quantile 1 moins alpha, qui est, comme alpha est 5%, ça va faire le quantile 0,95. Et si on va voir dans les tables, ça va nous donner 5,14 pour une loi de Fisher avec degré de liberté 2 et 6. Donc, pourquoi est-ce qu'on prend le quantile 1 moins alpha? Parce que pour une ANOVA à un facteur, c'est sous-entendu que c'est un test unilatéral à droite, puisque la loi de Fisher est asymétrique et elle a que la distribution est vers la droite. Donc ça, c'est sous-entendu, on ne le dira jamais explicitement, mais c'est un test unilatéral à droite. Donc, la zone de rejet, on va définir la zone de rejet comme ce qui est à droite du quantile. Donc, le quantile, c'est 5,14. Et tout ce qui est à droite, ça définit la zone de rejet. Et comme le 12, le T observé, qui est 12, est bien à droite du quantile, on va rejeter l'hypothèse nulle au seuil alpha. Donc, on va dire que les moyennes des différents groupes ne sont pas identiques. Il y a au moins une moyenne qui est différente. Donc ça, c'est pour la règle décision qui utilise la valeur critique et la valeur observée. Alors, toujours dans l'étape 5, pour la prise de décision, cette fois-ci, on va regarder la règle de décision qui considère le niveau du test alpha et la p-value ou p-valeur pour les francophones. Donc, je rappelle comment calculer la p-valeur. En fait, on regarde T observé, donc on se rappelle que T observé, c'était 12. Et je vais regarder ici, puisqu'on a dans un test unilatéral à droite, la p-valeur, ça va être la probabilité que la statistique du test grand T soit plus grande ou égale à T observé. Alors, T observé ici, c'était 12. Et donc, la probabilité que grand T soit plus grand ou égal à 12, sachant l'hypothèse nulle, on peut faire ça avec un logiciel comme R ou Excel. Et si on prend une loi de Fisher avec degré de liberté 2 et 6, on va se retrouver avec comme probabilité 0,008. Donc, cette probabilité-là. Et en fait, sur le graphique, on peut voir ça comme l'aire en bleu à droite de T observé. Donc, cette aire-là, c'est ce qu'on appelle la p-value. Et on va comparer cette aire-là à alpha. Alors, on rappelle ce que c'est que alpha. Alpha, ça va être, donc c'est le niveau du test, c'est la probabilité que T soit plus grand que le quantile 1 moins alpha d'une loi de Fisher avec degré de liberté 2 et 6. Donc, on a vu précédemment que c'était 5, 14. Donc, la probabilité que T soit plus grand ou égal à 5, 14, bien évidemment 5%, parce que nous, on était parti dans l'autre sens. Donc, ici, 5%. Et en fait, c'est aussi l'aire en rouge à droite du quantile. Donc, ici, comment est-ce qu'on va maintenant prendre la décision? C'est que on va remarquer que la p-valeur, donc qui est 0,008, est strictement plus petite que 0,05, donc alpha. Et donc, la règle nous dit que si la p-valeur est strictement plus petite que alpha, on va rejeter H0 aussi alpha. Donc, si on rejette H0 aussi alpha, ça veut dire que les moyennes des différents groupes ne sont pas identiques. Il y a au moins une moyenne qui est différente. Donc voilà, ça achève la partie sur la prise de décision avec le niveau de test alpha et la p-valeur. Et ça achève aussi l'étape 5. Alors, pour la conclusion de cet exemple, donc on a rejeté l'hypothèse nulle. Donc, on va choisir H1. Donc, H1, c'est quoi? C'est les moyennes des différents groupes ne sont pas identiques. Donc, il y a au moins une moyenne qui est différente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, traduction en français par rapport à l'exemple? C'est que si on revient à la situation initiale, ça veut dire qu'il y a au moins un examinateur qui est plus sympa au niveau de la notation ou plus sévère. Donc voilà, je te laisse avec les images et les notes juger par toi-même de qui cela pourrait être. Et là, je vais passer directement au résumé de la méthode pour une ANOVA à un facteur. Alors maintenant, on va finir cette vidéo avec la méthode générale pour une ANOVA à un facteur qu'on a déjà appliqué pour l'exemple précédent et que tu vas pouvoir appliquer pour n'importe quel exercice que tu vas rencontrer à ton prochain examen de statistique. Donc, la méthode, c'est la suivante. Donc, l'étape 1, c'est de calculer les moyennes empiriques
Donc x1 bar, x2 bar, x3 bar et x double bar. L'étape 2, c'est calculer la somme des carrés des écarts intraclasses. L'étape 3, c'est de calculer la somme des carrés des écarts interclasses. L'étape 4, c'est de calculer T observé qui est SC inter sur K-1 divisé par SC intra sur N-K. L'étape 5, c'est d'abord de réaliser que la statistique de test suit sous l'hypothèse nulle une loi de Fisher avec comme degré de liberté K-1 et N-K. Et finalement, de prendre la décision, donc soit avec la règle de décision concernant valeur critique et valeur observée, soit la règle de décision concernant alpha et la p-value. Donc voilà, ça achève la méthode complète pour faire une ANOVA à un facteur. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et on se voit très très bientôt pour une nouvelle vidéo.